Le train, plutôt inattendu pour aller à la rencontre de l'ours polaire. Un train exceptionnel, 1700 km de voie, de jour et de nuit. Mais pourquoi donc ce voyage alors que l'avion aurait permis de nous rendre là où nous le voulions en quelques heures? Un choix, une envie impérieuse de prendre le temps, comme si le train était aussi une manière de voyager pour ne pas vieillir. Vertige hypnotique des interminables lignes droites sur lesquelles le regard et même la pensée s'abandonnent. En fait, l'aventure avait commencé sous les belles lumières d'octobre à Winnipeg, capitale du Manitoba. Nous espérions la neige, elle allait se faire attendre. Winnipeg donc, sixième ville du Canada, attendait l'hiver sous l'œil impassible de Louis Riel, catholique francophone, porte-parole des Métis et rebelle, pendu pour haute trahison, mais aussi fondateur de la province. C'était en 1885. À l'ombre de l'histoire et des restes des forts Garry, au confluent de la rivière Rouge et de l'Assiniboine, quelques promeneurs donnent l'impression que les vacances ne sont pas finies. Les terrasses des cafés se sont vidées, la vie est ailleurs, car Winnipeg est un des plus gros marchés au grain du monde. Voilà la raison des trains dont les roulements sourds ébranlent l'atmosphère paisible du centre-ville. Nous sommes ici pour une gare, point de départ d'une des lignes en cul-de-sac les plus longues du Canada, reliant Winnipeg à Churchill, port céréalier à destination de l'Europe, situé au nord-ouest de la baie d'Hudson. Ainsi donc le train, pour prendre aussi la mesure de la distance. Peut-être aussi pour rêver devant ces étendues sans limite de forêts, de lacs et de marécages, de tourbières infestées de moustiques, que des hommes, des Mackenzie, des Franklin, des Ross, des Ray et quelques autres, au XVIIIe et XIXe siècle, ont cartographié, avec pour seule force celle de leurs jambes et leur pugnacité, et parfois au prix de leur vie. Voyager, c'est souvent retrouver les enthousiasmes et les frayeurs de ces lectures d'enfants. Ladies and gentlemen, this is your last and final call for lunch. Mesdames et messieurs, c'est la dernière appel pour le dîner. Mesdames et messieurs, c'est la dernière appel pour le dîner. Retour à la réalité. Explorateur au XVIIIe siècle, ça devait être très bien. Voyager aujourd'hui, c'est pas mal non plus. Après 1700 km donc, le train arrive à Churchill. Mais que peut-on faire ou voir dans cette petite ville d'à peine 1000 habitants, totalement isolée, et qui pourtant est au centre d'une attraction touristique majeure? Car Churchill, en partie inuite et indienne, détient un trésor insoupçonné, l'ours blanc, qui lui a valu le nom envié de capitale mondiale de l'ours polaire. Un lieu qui a d'abord sa propre histoire.
Le premier Européen à hiverner au Cap Mary est un Danois, Jens Munk, parti en 1612 à la recherche du passage du Nord-Ouest. La quasi-totalité de son équipage, 62 hommes sur 64, et lui-même, périssent de froid et du scorbut. Plus tard, le territoire appelé Terre de Rupert tombe sous l'emprise de la Compagnie de la baie d'Hudson. À l'embouchure de la rivière Churchill, un poste de traite commerce avec les tribus indiennes, les Dénés et les Cris, vivant à l'intérieur des terres, et les communautés inuites de la côte. La protection des navires de la compagnie contre les incursions françaises impose la construction d'un fort, le Prince de Galles, qui commence en 1732 et dure 40 années. À peine achevé, des navires français commandés par le comte de la Pérouse s'emparent de la forteresse. Ne pouvant y demeurer, les Français la rendent inutilisable. Aujourd'hui parfaitement restauré, avec ses murs de 11 mètres d'épaisseur, le fort Prince de Galles témoigne, jusqu'en ces terres lointaines, de la rivalité entre Français et Anglais au XVIIIe siècle, pour le monopole d'un territoire et de ses ressources. Une histoire aujourd'hui, celle du Canada. Et si Churchill est en train de rajouter un chapitre avec l'ours polaire, ce n'est pas sans raison. L'animal est partout, en plâtre dans les rues, en effigie, en timbre-poste, en t-shirt, pas un bâtiment officiel qui n'exhibe son ours. Il y a même dans le hall de la mairie un toboggan en bois en forme de gros ours à l'intérieur duquel nous pouvons nous amuser. Mais surtout, on le redoute, cet ours. Des panneaux significatifs incitent les promeneurs à la prudence, et la ville est protégée par d'énormes pièges. Capturés, les ours sont alors mis dans une prison. Une menace, mais aussi un pactole. L'expansion du tourisme a été telle que la ville s'est développée, disposant de l'ensemble des fonctions de base des communautés arctiques, installations modernes, services publics, maisons confortables. Tous avantages qui, s'ils n'ont pas réduit l'isolement, en ont allégé les inconvénients, jusqu'à l'approvisionnement en produits de toutes sortes, y compris frais. Une abondance pour le moins surprenante. Ici aussi, les clientes doivent réfléchir pour choisir. Commodité que nous trouverons chez notre hôtesse, Caroline, un B&B très agréable à vivre. Le tourisme est devenu une activité essentielle. Mais ne dérangeons pas davantage Caroline, qui a allumé la télé et va jouer au loto, un sport national. Voilà donc pour quelques aspects de la vie à Churchill, société très canadienne. D'ailleurs, ce soir, les enfants fêtent Halloween. Venir ici pour voir l'ours polaire et supporter ça, l'aurions-nous cru. Trick or treat! Au moins, Halloween nous aura apporté la neige, la première de la saison, cette année plus tardive encore. Un problème supplémentaire pour les ours. C'est l'opportunité de s'éloigner un peu de Churchill, d'approcher la forêt boréale.
Voici donc la taïga, une région biogéographique originale composée d'une forêt majeure de conifères adaptés au climat froid et de formations marécageuses. C'est la zone boisée la plus septentrionale de la planète, une de nos principales réserves d'oxygène. Soudain, sur le bord de la piste, une rencontre inattendue, surtout quand Renard paraît nettement plus ennuyé qu'effrayé. C'est qu'il a ses raisons, en fait le malin a trouvé sa proie. Pas facile, avec cette circulation, de manger tranquille. Quelque temps plus tard, le voici qui revient, et se pose comme si nous n'existions pas. Attend-il quelque chose? Impossible de le savoir. La présence du renard roux est exceptionnelle ici. On devrait le trouver plus au sud. C'est la montée des températures qui l'incite à étendre ses zones de chasse vers le nord, au détriment du renard arctique, plus frêle et désavantagé face à cette nouvelle concurrence. Nous en croiserons d'autres, perdus, affamés, rencontres furtives, insolites, dérangeantes. La plupart de ces pistes conduisent à des résidences secondaires, points de départ pour de fructueuses chasses. Chaque maison dispose de son attelage de chiens. De superbes animaux, très présents encore dans la culture locale. Nous savons par expérience que la situation des chiens d'attelage en Arctique est d'une manière générale déplorable. Ceux-ci sont à l'évidence bien nourris, convenablement traités, des attitudes et des regards dont la vivacité parle d'elle-même. Par 53 degrés de latitude nord, Churchill est situé à la limite des arbres, là où la taïga s'arrête et où débute la toundra. La magie de Churchill, s'il y en a une, est ici, quand commence le territoire des ours. Car après avoir migré au hasard des chasses, avec la dérive des glaces vers le sud, c'est ici, à l'approche de l'hiver, chaque année et depuis la nuit des temps, que les ours blancs attendent la formation de la banquise pour repartir sur leur territoire de chasse. Mais la date du départ dépend des conditions météorologiques. Or, comme chacun sait, la planète se réchauffe. Cette année encore, les eaux tardent à geler. Cette première neige ne va pas tenir, les ours vont attendre.